Vous avez déjà essayé de manger quelque chose qui ressemble à du carton mouillé, tout en sachant que votre vie en dépend? Non? Alors vous n'avez jamais été soldat en 1943. Ce soir, nous découvrons ensemble l'histoire fascinante et troublante de ce que mangeaient vraiment les hommes qui ont façonné notre monde, bouchée après bouchée amère. Une histoire où un simple morceau de pain dur pouvait décider du moral d'une compagnie entière, où l'odeur d'un rata tiède devenait le parfum de l'espoir. Préparez-vous à découvrir comment la guerre a transformé l'acte le plus simple et vital de l'humanité en un défi de survie quotidien. L'aube se levait péniblement sur les tranchées de Normandie en ce matin de mai 1944. Antoine Leclerc, 23 ans, les mains encore tremblantes du froid de la nuit, fouillait dans son sac à la recherche de sa ration du matin. Autour de lui, ses camarades émergeaient lentement de leur sommeil agité, leur visage marqué par cette fatigue particulière qui ne quitte jamais vraiment les soldats en campagne. Encore du pain de guerre, marmonna Pierre Girard, en sortant de sa musette un bloc brunâtre qui ressemblait plus à une brique qu'à de la nourriture. Ma grand-mère faisait de meilleurs gâteaux avec de la sûre. Antoine sourit faiblement. Pierre avait cette capacité remarquable de trouver l'humour même dans les situations les plus désespérées. C'était probablement ce qui les gardait tous en vie. Cette aptitude à transformer l'amertume en dérision. Le pain de guerre, ou Kommissbro comme l'appelèrent les Allemands, était effectivement une création particulière, fait d'un mélange de farine de seigle, d'orge et parfois même de pommes de terre déshydratées. Il était conçu pour durer des mois, sans pourrir. Le goût, c'était un autre problème. Tu sais ce qu'on dit, répondit Antoine en brisant son propre morceau. Si ça ne nous tue pas, ça nous rend plus forts. Ou plus cynique, ajouta Pierre en trempant son pain dans une tasse de café qui ressemblait à de l'eau colorée. Mon père me racontait que pendant la Grande Guerre, ils appelaient ça le dîner de cons intergalactique. Chacun apportait sa ration dégoûtante et on faisait semblant que c'était un banquet. L'art de la survie alimentaire en temps de guerre ne résidait pas dans la qualité des ingrédients, mais dans l'ingéniosité des hommes qui devaient composer avec l'impossible. Chaque armée avait développé ses propres stratégies, ses propres recettes de désespoir. Les Américains, avec leur ration K, petite boîte métallique contenant des mélanges de viande en conserve, de biscuits et de chocolat. Les Britanniques et leur portion de corned beef, accompagnée de thé fort qui pouvait réveiller un mort. Les Allemands avec leur pain noir dense et leur soupe d'ersatz qui remplaçait tout ce qui manquait par du ersatz. Antoine se souvenait encore de son premier jour de service. Henri Dubois, le cuisinier de sa compagnie, un homme aux cheveux grisonnants qui avait vu trop de guerres, lui avait expliqué les règles de base. Mon garçon, ici on ne mange pas pour le plaisir, on mange pour continuer. Chaque calorie compte, chaque vitamine peut faire la différence entre tenir la ligne ou s'effondrer. Henri avait appris à transformer l'impossible en comestible, avec une boîte de viande douteuse, quelques légumes racines trouvés dans les fermes abandonnées, et beaucoup d'imagination. Il parvenait à créer des plats qui rappelaient vaguement la civilisation. Son secret, un bon assaisonnement, peut masquer bien des péchés culinaires, disait-il, en ajoutant une pincée d'herbes sauvages ramassées près des lignes ennemies. Le système de rationnement militaire était une science exacte et impitoyable. Chaque soldat recevait théoriquement entre 3000 et 4000 calories par jour, calculées selon l'effort physique supposé et les conditions climatiques. Dans la réalité, ces chiffres relevaient souvent du vœu pieux. Les lignes de ravitaillement étaient constamment menacées, les stocks pillés ou détruits par les bombardements. « Vous savez ce qui me manque le plus ?» demanda Antoine à ses compagnons, alors qu'ils partageaient leurs maigres provisions.
Ce n'est pas le goût du bon pain, ou même celui de la viande fraîche. C'est l'idée de choisir, de pouvoir dire non, je ne veux pas de ça aujourd'hui, je préfère autre chose. Pierre hocha la tête. Moi, c'est l'odeur de la cuisine de ma mère le dimanche. Ce mélange de rôtis, de légumes mijotés et de tartes aux pommes qui sortaient du four. Ici, tout sent la boue, la poudre et la peur. C'était peut-être là le véritable drame de l'alimentation de guerre. La disparition du rituel, du plaisir, de la communion autour d'un repas. Manger devenait un acte mécanique, nécessaire, dépourvu de toute dimension humaine. Les soldats avalaient leur ration comme on prend un médicament, par obligation, sans joie. Pourtant, dans cette désolation, des moments de grâce surgissaient parfois. Antoine se souvenait de cette soirée de décembre, où Pierre avait réussi à se procurer une boîte de sardines et quelques pommes de terre. Henri avait transformé ces ingrédients modestes en un festin relatif, ajoutant des oignons sauvages et des champignons trouvés dans la forêt proche. Cette nuit-là, assis autour d'un feu de camp discret, ils avaient eu l'impression de redevenir humains l'espace d'un repas. Tu sais quoi ? Dit Pierre en regardant son pain dur. Quand tout ça sera fini, je ne me plaindrai plus jamais de la cuisine. Plus jamais. Antoine sourit. Il savait que Pierre oublierait cette promesse dès son retour à la vie civile. Mais pour l'instant, cette déclaration sonnait comme un serment sacré. Dans ce monde où la mort rôdait à chaque instant, apprécier la nourriture, même la plus basique, devenait un acte de résistance, une affirmation de la volonté de vivre. Les rations militaires n'étaient pas seulement de la nourriture, elles étaient le lien ténu qui reliait ces hommes à leur humanité, le carburant qui alimentait non seulement leur corps, mais aussi leur morale. Chaque bouchée était un pas de plus vers la maison, vers la paix, vers un monde où manger redeviendrait un plaisir et non plus une obligation de survie. Les semaines s'étaient écoulées comme un fleuve boueux, emportant avec elles les dernières illusions sur la guerre éclair que certains avaient encore en tête. Antoine et sa compagnie avaient été redéployés plus au nord, dans une région où les combats faisaient rage depuis des mois. Ici, même les pierres semblaient fatiguées de tant de violence. C'est dans ce contexte que Pierre fit une découverte qui allait changer leur perception de ce que signifiait vraiment se nourrir en temps de guerre. En fouillant les ruines d'une ferme abandonnée, il était tombé sur une cache de nourriture laissée par les soldats allemands en retraite. Mais ce qu'il avait trouvé l'avait laissé perplexe. « Antoine, viens voir ça », l'appela-t-il depuis la cave effondrée. « Tu vas avoir du mal à croire ce que mangent nos ennemis. » Antoine descendit prudemment les marches branlantes. Sur une étagère de fortune, Pierre avait aligné plusieurs objets qu'il n'avait pas vus depuis des mois. De véritables saucisses fumées, des pots de choucroute, des boîtes de conserve étiquetées en allemand, et même quelques tablettes de chocolat noir. Soit ils ont pillé un magasin de luxe, soit leur système de ravitaillement fonctionne mieux que le nôtre, murmura Antoine en examinant une saucisse qui sentait encore bon, malgré l'humidité ambiante. Cette découverte soulevait une question troublante. Comment leurs ennemis parvenaient-ils à mieux se nourrir alors qu'ils étaient censés être en déroute? Henri, qui les avait rejoints dans la cave, avait une théorie. « Mes garçons, vous découvrez là une des réalités les plus dures de cette guerre. L'organisation allemande de l'approvisionnement est, comment dire, aussi méthodique que leur façon de faire la guerre. Ils ont industrialisé même l'acte de nourrir leurs troupes. Henri avait passé du temps comme prisonnier de guerre, au début du conflit, avant de s'échapper. Il avait vu de l'intérieur comment fonctionnait la machine militaire allemande. Ils ont des cuisines de campagne mobiles, des Trossküche qui suivent leurs unités partout, des véhicules entiers
dédiée uniquement à la préparation des repas. Nous, on fait bouillir de l'eau dans des casques. L'ironie était amère. Pendant que les soldats français improvisaient leurs repas avec les moyens du bord, leurs adversaires bénéficiaient d'un système logistique qui leur permettait de maintenir une alimentation relativement décente. Cette différence ne se limitait pas au moral des troupes. Elle avait des implications tactiques directes. Un soldat bien nourri tient plus longtemps au combat, expliqua Henri en ouvrant précautionneusement une des boîtes allemandes. Il récupère plus vite, il tombe moins malade, il garde une meilleure capacité de concentration. C'est pas du romantisme militaire, c'est de la physiologie pure. La boîte contenait une sorte de pâté de viande, aux légumes, qui, même froid, sentait infiniment meilleur que tout ce qu'ils avaient mangé ces dernières semaines. Pierre, après avoir hésité un moment, y goûta du bout des lèvres. Sacré nom, c'est presque mangeable, dit-il avec une expression de surprise mêlée de dégoût envers lui-même. Comment pouvait-il apprécier la nourriture de l'ennemi? Antoine comprenait ce conflit intérieur. Lui aussi ressentait cette contradiction troublante entre la nécessité de survivre et le sentiment de trahir quelque chose d'important en acceptant cette nourriture. Mais la faim, cette compagne constante des soldats, ne connaissait pas de frontières idéologiques. Mon père m'a raconté qu'en 1918, lors de l'armistice, les soldats des deux camps ont partagé leurs rations, dit Antoine en examinant une tablette de chocolat. Il disait que la guerre appartient aux généraux, mais la faim, elle, appartient à tous les hommes. Cette réflexion les amena à discuter d'un sujet que peu osaient aborder ouvertement, les échanges clandestins avec l'ennemi. Dans certains secteurs, où les lignes se faisaient face depuis des mois sans mouvement majeur, il arrivait que des soldats des deux camps établissent des trêves non officielles pour échanger de la nourriture contre du tabac ou simplement pour partager un moment d'humanité au milieu de la folie. Henri leur raconta l'histoire d'un secteur tranquille en Italie où les soldats français et allemands avaient établi un rituel étrange. Chaque matin, ils se lançaient mutuellement leur ration par-dessus le no man's land, comme un jeu macabre mais nécessaire. Chacun se lassait de sa propre cuisine de guerre. Un changement, même mineur, ça peut sauver le moral d'un homme. Cette pratique n'était pas uniquement motivée par l'ennui culinaire. Elle révélait quelque chose de plus profond sur la nature humaine en temps de guerre. Même au cœur du conflit le plus brutal, les hommes cherchaient des moyens de préserver leur humanité, de maintenir des liens avec ce qui les définissait avant que le monde ne sombre dans la violence. Pierre, qui était resté silencieux pendant qu'Henri racontait ses histoires, prit la parole. Vous savez ce qui me perturbe le plus dans tout ça? Ce n'est pas qu'on mange mal, c'est qu'on commence à oublier ce que c'est que de manger normalement. Hier, j'ai rêvé d'un simple bol de soupe aux légumes, et au réveil, je me suis demandé si c'était vraiment un rêve ou un souvenir. Cette confusion entre rêve et mémoire était symptomatique de ce que la guerre faisait subir à l'esprit humain. Les repas en famille, les saveurs de l'enfance, les plaisirs simples de la table devenaient des concepts abstraits, presque irréels, face à la brutalité quotidienne de la survie. Antoine se rendit compte qu'ils étaient en train de vivre une transformation silencieuse mais profonde. Chaque jour passé à manger pour survivre plutôt que pour le plaisir les éloignait un peu plus de leur ancienne vie. Ils devenaient des hommes différents, marqués non seulement par la violence qu'ils avaient vue et infligée, mais aussi par cette relation altérée à l'acte le plus fondamental de l'existence humaine. Quand je rentrerai chez moi, dit Antoine en regardant la tablette de chocolat allemand, je crois que j'aurai du mal à expliquer à ma famille pourquoi je mange si vite, pourquoi je finis toujours mon assiette même quand je n'ai plus faim, pourquoi je cache instinctivement de la nourriture dans mes poches. Henri hocha la tête.
avec la sagesse de celui qui avait déjà vécu cette transition. Mon garçon, la guerre nous change tous, mais se souvenir de ces moments, de ces petites victoires contre la déshumanisation, c'est ce qui nous permet de retrouver notre chemin vers la paix. Ils décidèrent de partager équitablement leurs trouvailles avec le reste de la compagnie. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, ils eurent l'impression de faire un vrai repas. Mais ce plaisir était teinté d'une mélancolie particulière, celle de savoir que cette exception ne faisait que souligner la misère de leur ordinaire. L'automne était arrivé avec sa promesse habituelle de froid et de disette. Les arbres se dépouillaient de leurs feuilles comme les soldats se dépouillaient de leurs illusions, lentement mais inexorablement. Antoine et sa compagnie avaient été redéployés dans les Ardennes, une région où la nature semblait conspirer avec la guerre pour rendre la survie encore plus difficile. C'est là qu'Antoine fit connaissance avec un aspect de l'alimentation militaire dont on ne parlait jamais dans les manuels, la chasse aux compléments alimentaires. Quand les rations officielles ne suffisaient plus, quand le ravitaillement tardait ou était détruit par les bombardements, les soldats devenaient des chasseurs-cueilleurs modernes. « Regarde-moi ça », dit Pierre, en montrant à Antoine une poignée de baies sombres qu'il avait récoltées dans les buissons. Henri m'a appris à les reconnaître. Ça ne remplace pas un bon repas, mais ça évite le scorbut. Henri était devenu leur professeur de survie alimentaire involontaire, ancien braconnier. Dans sa jeunesse, il connaissait les secrets de la forêt que l'armée n'enseignait pas. Mes garçons, la nature ne fait pas de distinction entre amis et ennemis. Elle nourrit qui sait la comprendre. Sous sa tutelle, ils apprirent à identifier les champignons comestibles, à piéger les petits gibiers, à reconnaître les plantes sauvages qui pouvaient enrichir leur soupe d'eau chaude. Cette connaissance était vitale, car l'hiver approchait, et avec lui, la perspective de mois entiers où la nature elle-même deviendrait hostile. « Vous voyez ces racines » expliqua Henri en déterrant quelque chose qui ressemblait à des navets rabougris. Les soldats napoléoniens en ont vécu pendant la retraite de Russie. Ça n'a aucun goût, mais ça remplit l'estomac et ça apporte des sucres lents. Cette leçon d'histoire culinaire frappa Antoine. Ils n'étaient pas les premiers à vivre cette épreuve. Depuis que les hommes se faisaient la guerre, ils avaient dû apprendre à survivre avec moins que le minimum vital. Cette continuité dans la souffrance était à la fois accablante et réconfortante. Un matin de novembre, particulièrement froid, leur section reçut la visite inattendue d'un officier des services d'intendance. Le lieutenant Moreau venait inspecter les conditions d'approvisionnement des unités de première ligne. Son uniforme impeccable et son teint frais contrastaient cruellement avec l'apparence hirsute des soldats de terrain. Alors, les hommes, comment se passe l'alimentation ? Y demanda-t-il avec cette jovialité forcée dégradée qui n'ont jamais connu la faim véritable. Pierre échangea un regard avec Antoine. Comment expliquer à cet homme qui dormait probablement dans un lit et prenait ses repas à heure fixe ce que représentait vraiment se nourrir en première ligne ? Mon lieutenant, répondit Pierre avec un sourire qui ne trompait personne. Notre régime alimentaire est, disons, très efficace. On ne gaspille rien et on apprécie chaque bouchée. Le lieutenant nota quelque chose sur son carnet, sans saisir l'ironie. Parfait, parfait. Et les vitamines ? Vous recevez bien vos compléments ? Henri, qui écoutait depuis un moment sans rien dire, ne put s'empêcher d'intervenir. Les vitamines, mon lieutenant, vous voulez dire celles qu'on trouve dans les orties bouillies et les pissenlits ? Parce que c'est notre principale source depuis 3 semaines. L'officier sembla enfin réaliser qu'il y avait un problème. Comment ça, les orties ? Vous ne recevez plus vos rations complètes ? Mon lieutenant, dit Antoine en pesant ses mots, nous recevons ce qui arrive jusqu'à nous. Quand les camions de ravitaillement ne sautent pas sur des mines ou ne se font pas bombarder,
Nous mangeons comme prévu. Le reste du temps, nous improvisons. Cette conversation révélait un fossé énorme entre la théorie militaire et la réalité du terrain. Dans les bureaux de l'état-major, l'alimentation des troupes était un problème résolu par des calculs et des plannings. Sur le terrain, c'était une lutte quotidienne pour maintenir les hommes en état de combattre. Le lieutenant repartit avec ses notes et ses promesses d'amélioration. Les soldats savaient qu'ils ne le reverraient probablement jamais et que rien ne changerait fondamentalement. Cette visite avait néanmoins eu un effet inattendu. Elle leur avait fait prendre conscience de leur propre adaptabilité. « Tu sais quoi ?» dit Pierre ce soir-là, en mâchant un morceau de pain dur qu'ils avaient en fait tremper dans de la soupe aux herbes sauvages. « Je commence à croire qu'on n'est plus des brouillards que la plupart des gens l'imaginent. » Antoine approuva. En quelques mois, ils avaient appris à transformer presque n'importe quoi en quelque chose de comestible. Ils savaient en faire du café avec des glands grillés, de la soupe avec des pelures de légumes, et même du pain avec un mélange de farine, de pommes de terre écrasées et d'espoir. Cette ingéniosité forcée avait créé entre eux une forme de fierté particulière. Ils n'étaient plus seulement des soldats subissant leur sort, ils étaient devenus des survivants actifs, capables de tirer le meilleur parti des pires situations. Henri leur raconta alors l'histoire de son grand-père, vétéran de 1870, qui lui avait transmis quelques secrets de survivance. Il disait que pendant le siège de Paris, les bourgeois payaient des fortunes pour des rats bien gras. Nous, on n'en est pas encore là, mais on n'est plus très loin non plus. Cette réflexion amena Antoine à penser à l'après-guerre. Comment réintégrerait-il une société où l'on se plaignait de la qualité d'un plat dans un restaurant? Comment expliquerait-il à leurs proches que finir son assiette n'était pas une question de politesse, mais de survie? Moi, je crois que ça nous aura appris quelque chose d'important, dit Antoine en regardant le feu de camp crépiter. La valeur réelle des choses. Quand on a passé des mois à se battre pour chaque calorie, on ne gaspille plus jamais rien. Pierre hocha la tête. Ma mère me disputait toujours quand je laissais quelque chose dans mon assiette. Maintenant, je comprends pourquoi elle avait connu la famine pendant la Grande Guerre. Cette transmission générationnelle de la faim était un aspect que peu de gens comprenaient. Chaque guerre laissait ses traces dans les habitudes alimentaires des survivants, créant des réflexes qui se transmettaient parfois sur plusieurs générations. Alors que la nuit tombait sur leur campement improvisé, Antoine réalisa que cette expérience, aussi dure soit-elle, les transformait en profondeur. Ils n'étaient plus les mêmes hommes qu'avant la guerre, et ils ne le seraient jamais plus. La faim, la débrouillardise, l'appréciation de chaque bouchée de nourriture faisaient désormais partie de leur identité. Le printemps 1945 arrivait avec une promesse différente dans l'air. Même les plus pessimistes commençaient à murmurer que la guerre touchait à sa fin. Antoine et ses compagnons avaient survécu à un hiver qui avait emporté trop de leurs camarades, non pas seulement à cause des balles ennemies, mais aussi à cause de la malnutrition, du froid et des maladies qui s'attaquent aux corps affaiblis. C'est dans ce contexte que se produisit un événement qui marqua profondément Antoine, la libération d'un camp de prisonniers français. Quand sa compagnie arriva sur les lieux, ils découvrirent des hommes qui avaient poussé l'art de survivre avec rien à des limites qu'ils n'auraient jamais imaginées. « Mon Dieu !» murmura Pierre en voyant les prisonniers libérés. Et nous qui nous plaignons de nos rations, ces hommes squelettiques avaient appris à fabriquer de la soupe avec des épluchures de rutabaga, à faire du pain avec de la sûre mélangée à quelques grammes de farine, à survivre avec 800 calories par jour quand un homme en activité en a besoin de 3000. Leurs regards, pourtant,
n'exprimait pas la défaite, mais une forme de fierté farouche d'avoir tenu. Henri, bouleversé par ce qu'il voyait, distribua immédiatement toutes ses réserves personnelles. Prenez ça, mes gars. Doucement, surtout. Votre estomac n'est plus habitué à la vraie nourriture. Un des prisonniers, un homme aux cheveux blancs, prématurément vieilli, saisit la main d'Henri. Vous savez, on a appris des choses qu'aucun livre de cuisine n'enseigne. Comment faire durer un morceau de pain 3 jours? Comment extraire des vitamines des pelures d'oignons pourris? Comment garder le moral quand on mange de la terre pour tromper la faim? Cette rencontre eut sur Antoine l'effet d'une révélation. Tout ce qu'ils avaient vécu, toutes leurs difficultés alimentaires, n'étaient mais rien comparé à ce que d'autres avaient enduré. Mais plus que la culpabilité, c'était un sentiment d'admiration qui l'envahissait face à cette capacité humaine à s'adapter, à survivre, à rester debout quand tout s'effondre. Dans les semaines qui suivirent, alors que les nouvelles de la fin imminente de la guerre se précisaient, Antoine commença à réfléchir à ce que serait son retour à la vie civile. Comment expliquerait-il à sa famille pourquoi il ne pouvait plus supporter le gaspillage de nourriture? Comment ferait-il comprendre que voir jeter du pain lui donnait envie de pleurer? Pierre, qui avait les mêmes préoccupations, lui confia un soir: « Ma femme m'a écrit qu'elle préparait déjà le repas de fête pour mon retour. Rôtis, légumes du jardin, tarte aux fruits. J'ai hâte, bien sûr, mais j'ai aussi peur. Peur de ne plus savoir apprécier ces choses comme avant. » Henri, qui avait déjà vécu cette transition après sa captivité, leur donna un conseil précieux. « Mes garçons, vous allez découvrir que la guerre vous a appris une forme de gratitude que peu de gens connaissent. Chaque repas normal vous semblera un miracle. C'est pas forcément un mal. Cette sagesse s'avéra prophétique. » Quand Antoine retourna chez lui, en juin 1945, il découvrit effectivement que sa relation à la nourriture avait été transformée à jamais. Le premier repas en famille fut un moment étrange, mélange de joie intense et de sentiments d'irréalité. La nappe blanche, les couverts propres, l'abondance relative lui semblaient appartenir à un autre monde. Sa mère avait préparé un pot-au-feu, son plat préféré, d'avant-guerre. Quand elle souleva le couvercle de la marmite, l'odeur qui s'en échappa lui coupa le souffle. Il se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter, submergé par des mois d'émotions contenues. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» demanda sa mère, inquiète. « Rien, maman. C'est juste que ça sent si bon et si vrai. » Cette scène se répéta dans des milliers de foyers français ce printemps-là. Des hommes qui pleuraient devant un simple bol de soupe, qui ne pouvaient plus jeter le moindre morceau de pain, qui mangeaient lentement, en savourant chaque bouchée, comme si c'était la dernière. Antoine découvrit aussi qu'il avait développé des réflexes étranges. Il cachait instinctivement de la nourriture dans ses poches, au cas où. Il finissait systématiquement son assiette, même quand il n'avait plus faim. Il ne pouvait pas passer devant une boulangerie sans s'arrêter pour sentir l'odeur du pain frais. Avec le temps, ses habitudes s'estompèrent partiellement, mais jamais complètement. 40 ans plus tard, Antoine serait encore incapable de jeter de la nourriture sans ressentir une forme de malaise physique. Cette guerre avait gravé en lui, comme en millions d'autres hommes, une relation particulière à l'acte de se nourrir. Il comprit progressivement que cette transformation n'était pas une blessure à guérir, mais une forme de sagesse acquise au prix fort. Dans une société qui commençait déjà à redécouvrir l'abondance, lui et ses camarades de guerre portaient en eux la mémoire de la rareté, de la valeur réelle des choses essentielles.
Pierre, qu'ils retrouvaient régulièrement pour boire un café, un vrai café, pas cette mixture de glands qu'ils avaient appris à tolérer, partageait cette même transformation. Tu sais, Antoine, parfois je me dis qu'on a eu de la chance dans notre malheur. On a appris quelque chose que la plupart des gens ignorent. La différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Cette distinction était fondamentale. La vraie faim, celle qui vous réveille la nuit, qui vous fait saliver devant la nourriture, la plus basique, qui transforme chaque repas en victoire, ils l'avaient connue. Elle avait gravé en eux une forme de respect pour la nourriture que rien ne pourrait jamais effacer. Henri, qui avait ouvert un petit restaurant dans son village natal, était devenu une sorte de légende locale, non pas pour la sophistication de sa cuisine, mais pour sa capacité à transformer les restes en plats délicieux, à ne jamais rien gaspiller, à nourrir dignement les plus démunis. La guerre m'a appris que cuisiner, c'est pas faire joli dans l'assiette, c'est transformer de l'amour en nourriture, disait-il à ses clients. Années après années, Antoine observa comment cette expérience commune avait créé entre les anciens combattants une forme de fraternité silencieuse. Ils se reconnaissaient à leur façon de manger, lentement, complètement, respectueusement. Ils se comprenaient sans avoir besoin de mots quand l'un d'eux ne pouvait pas supporter de voir gaspiller de la nourriture. Cette génération transmit à ses enfants des valeurs particulières autour de l'alimentation. Finir son assiette n'était pas une question de politesse, mais de respect. Apprécier la nourriture simple était plus important que rechercher le raffinement. Savoir se contenter de peu était une forme de richesse. Curieusement, cette leçon de frugalité forcée eut des effets inattendus sur leur santé. Beaucoup d'anciens combattants conservèrent toute leur vie une alimentation simple et équilibrée, non par choix diététique, mais par habitude acquise. Ils mangeaient moins mais mieux, appréciaient davantage, tombaient moins souvent malades. En 1975, 30 ans après la fin de la guerre, Antoine assistait au mariage de son fils. En voyant l'abondance du buffet, les assiettes à peine entamées que les invités abandonnaient, il ressentit cette pointe familière de malaise. Sa belle-fille, remarquant son expression, lui demanda s'il allait bien. « Oui, ma petite, c'est juste que tout ça me rappelle à quel point nous avons de la chance, à quel point tout cela est précieux. » Elle ne comprit pas vraiment sa réaction, et c'était normal. Comment aurait-elle pu comprendre? Elle appartenait à une génération qui n'avait jamais connu la vraie faim, qui considérait l'abondance alimentaire comme un dû. C'était exactement ce pourquoi ils s'étaient battus, pour que leurs enfants n'aient jamais à vivre ce qu'ils avaient vécu. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Antoine fit le bilan de ce que cette guerre lui avait appris. Elle lui avait pris des années de sa jeunesse, des amis chers, une certaine innocence, mais elle lui avait aussi donné une forme de sagesse que l'argent ne peut pas acheter, la capacité d'apprécier véritablement les choses simples de la vie. Chaque matin, en prenant son petit déjeuner, il pensait encore parfois à ces matins froids dans les tranchées où un morceau de pain dur était un trésor. Cette mémoire n'était pas douloureuse. Elle était devenue source de gratitude quotidienne. Comme le disait souvent Pierre lors de leurs retrouvailles annuelles, finalement, cette maudite guerre nous aura au moins appris à dire merci pour de vrai. Dans une époque qui commençait déjà à oublier la valeur des choses essentielles, cette leçon de frugalité imposée et de gratitude forcée était peut-être le plus bel héritage que cette génération pouvait laisser. Ils avaient appris, au prix de leur jeunesse et de leur innocence,
que le bonheur ne résidait pas dans l'abondance, mais dans la capacité d'apprécier ce que l'on a. Antoine mourut en 1987, à l'âge de 66 ans. Jusqu'à la fin, il garda l'habitude de finir entièrement son assiette et de dire merci après chaque repas. Sa famille ne comprit jamais tout à fait pourquoi, mais elle respecta cette particularité comme un héritage de guerre, une sagesse transmise par ceux qui avaient connu le prix réel de chaque bouchée de nourriture.